Oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, Agitation Square Trousseau. Lectrice Emmanuelle Granger. Musique Charlie Nelson. Square Trousseau, Paris 12e. Maman, il y a une dame qui pleure, t'entends ? Annabelle n'entendait pas, elle lisait. Attendant une réponse de sa mère, Ludovic regardait la photo sous le titre du gros livre qu'elle tenait légèrement incliné à la verticale de ses cuisses. Une photo en noir et blanc d'un monsieur drôlement barbu, debout devant la façade d'un immeuble dont les volets du rez-de-chaussée sont clos. À sa droite, la porte de l'immeuble est ouverte et une petite fille vêtue d'une robe passée sur un pull vert s'apprête à en sortir. Le monsieur tient quelque chose comme un cahier ou une feuille dans ses mains et semble vouloir dessiner ce qu'il voit dans la rue. Il regarde sur sa gauche et ne remarque pas la petite fille qui va déboucher de l'immeuble dans son dos. Ludovic éprouvait régulièrement un étrange sentiment de tristesse quand il regardait une photo en noir et blanc. Pour lui, c'était du passé plus que passé. Des images d'un monde inimaginable, aux clés définitivement perdues, et dont il ne faisait que supposer confusément la vitalité enfuie. Il savait bien que la vie de ces temps-là, celle des chevaliers aussi bien que celle des messieurs en canotier, avait été aussi colorée que la vie d'aujourd'hui, que cette petite fille devait aller au square jouer avec ses sœurs, ses copines, comme lui. Mais tout de même, ce voile gris posé sur ces images disait sûrement quelque chose de la difficulté à vivre de ces gens, de leur peine, de leur douleur peut-être. La vie d'avant ne devait pas être si rose, et d'ailleurs, souvent les gens qu'on voyait sur ces photos étaient morts, et parfois même morts à la guerre, ce qui, dans l'esprit de Ludovic, sans être une preuve, était tout de même un indice. Il avait entendu une expression, avoir les idées noires. Quand il crut saisir un nouveau gémissement dans l'air étouffant, il comprit que c'étaient les plaintes de cette dame qui lui pinçaient le cœur. « Maman, il y a une dame qui pleure. Tu entends ?» répéta-t-il. Il avait haussé le ton de sa petite voix, mais Annabelle ne bougeait pas, tout entière à son livre. Ludovic détourna le regard de sa mère et leva les yeux pour mener son enquête et scruter attentivement les 3 façades qui entouraient le square Trousseau. Il avait cessé de se balancer, mais restait assis sur la petite balançoire en forme d'éléphant montée sur son gros ressort rouge. Les pieds ballants et les mains accrochées aux panneaux de bois figurant les oreilles de l'éléphant, il cherchait du regard la fenêtre d'où pourraient bien provenir les cris de la dame. Il voulait débusquer l'origine de sa gêne, comprendre. Il était sûr que quelque part tout près de lui, il se passait quelque chose de bizarre derrière les arbres bordant les rues Volon et Baudelaire. Mais quoi ? Et où ? À cause de l'intense chaleur, il était pourtant 19 heures passées, la plupart des fenêtres qu'il apercevait au travers du rideau d'arbres étaient ouvertes et aucune n'était plus suspecte qu'une autre. Toute l'aire de jeu était occupée. Les enfants autour de lui couraient, criaient, se harcelaient, énervés par la trop grande chaleur et multipliant les sons stridents et les rires. Personne d'autre ne semblait entendre ces plaintes qui l'alarmaient et lui faisaient penser la vie en gris. Ludovic n'avait plus envie de jouer. Il voulait rentrer, aider son père à préparer l'apéritif, comme rituellement tous les soirs depuis le début des vacances. Au moment où il quittait son éléphant à ressort pour rejoindre sa mère sur le banc, espérant la persuader de le ramener à la maison, Ludovic remarqua sur le balcon du 5e étage de l'immeuble le plus éloigné de lui un vieux monsieur, torse nu, mais coiffé d'une casquette,
qui parcourait du regard les fenêtres qui entouraient la sienne. Celle de droite, celle de gauche, mais aussi, en se penchant, les mains serrant le garde-corps, celle des étages du dessous, puis vrillant bizarrement son torse, celle des étages supérieurs. Il avait l'air furieux, un peu fou, criait des imprécations que Ludovic n'entendait pas distinctement et tournait dans tous les sens sa tête penchée en arrière. Ludovic le voyait trépigner et taper des mains sur la rambarde du balcon. Chahuté par ces mouvements trop brusques, la casquette plate s'échappa de son crâne vers le trottoir. Il eut un geste désespéré pour la rattraper, mais ne saisit que le vide. Ludovic vit la colère du vieux se décupler. L'homme se redressa et rentra dans son appartement, fermant rageusement la fenêtre derrière lui. Les bruits bizarres provenaient de cet immeuble, et Ludovic n'était donc pas le seul à les entendre. Sans doute que le vieux monsieur allait appeler la police. Cette pensée soulagea le cœur ému de Ludovic, qui recommença doucement à se balancer. Qu'est-ce que je fais? J'appelle les flics? Madeleine! Les gens ont le droit de faire l'amour, répondit Madeleine. Elle venait de franchir le seuil de la cuisine, un grand verre de menthe à l'eau à la main, et regardait son mari s'énerver sur les boutons de sa chemise qu'il n'arrivait pas à aligner correctement. Elle l'avait rarement vu dans un tel état de rage. Déjà ulcérée d'avoir à subir encore une fois les transports amoureux de ce couple qui s'envoyait en l'air régulièrement souvent, quelque part dans l'immeuble, il était maintenant mortifié d'avoir laissé échapper sa casquette, la vieille casquette de pétanque héritée de son père. Tout ce qui venait de son père était sacré, ne souffrait aucune discussion. Il ne fallait surtout pas y toucher, et encore moins que Madeleine s'avise de mettre en question la place que pouvaient prendre ces reliques dans l'appartement. Le stylo-plume, les tampons administratifs, la serviette en cuir sans poignée, la balance Roberval, les 6 boules de pétanque, les 4 pipes, la collection de Paris Match et le reste, tout le reste, tout le reste était autant de stations mémorielles, de balises destinées, disait-il, à lui rappeler d'où il venait pour savoir où il allait. Et la casquette en toile grise qui venait d'atterrir quelque part sur le trottoir de la rue Baudelaire était le totem absolu de la mystique paternelle. « Ils peuvent fermer la fenêtre, non ?» cria Denis. « Oui, j'ai mis mes chaussures. Tu vas voir que je vais arriver trop tard. Quelqu'un l'aura piqué. »« Elle n'est pas tellement à la mode, » osa Madeleine. « Et elle est peut-être tombée dans un appartement du dessous. Toutes les fenêtres sont ouvertes avec cette chaleur. » Elle répéta plus bas, avec cette chaleur, toutes les fenêtres sont ouvertes. Mais déjà Denis avait claqué la porte et dévalé les escaliers. Madeleine soupira. Toute cette colère toujours qui animait Denis continuait d'être un mystère pour elle. Denis se nourrissait de contrariétés successives et sempiternelles. Le coût de la vie, le voisinage, les trottinettes, la politique d'Hidalgo, Macron, la météo trop chaude ou trop froide. Il fallait qu'il râle, qu'il accuse, jamais en repos. À force d'habitude, Madeleine avait réussi à mettre au point des stratégies d'évitement, avait appris à désamorcer ses colères. Elle arrivait même parfois à lui faire goûter ses propres bonheurs. L'impensé d'un nuage perdu dans le ciel bleu, ou, le soir, quand la circulation du faubourg s'apaisait, le froissé ténu des arbres du square agité d'un vent imperceptible. Madeleine était douée pour déceler la trace d'un bonheur dans un moindre petit rien. Dans ces moments de grâce, arrachés à la colère, Denis retrouvait son sourire et sa tendresse de jeune homme, et invariablement cherchant la main de sa femme, lui soufflait un timide « merci ». Elle posa son verre et rouvrit la fenêtre pour aller s'accouder au balcon. L'onde de chaleur qui la saisit lui fit regretter sa menthe glacée.
En bas, les enfants n'en finissaient pas de jouer. Parmi les plus petits, garçons ou filles, beaucoup étaient en short, pieds et torse nu. À cause des frondaisons, Madeleine ne pouvait considérer le square dans son entier, mais elle s'amusait à imaginer les joues en feu, les fronts brûlants, les yeux brillants, les petits corps dodus et moites. Une petite fille pleurait au pied du toboggan. Un homme très jeune quittait son banc et accourait vers elle, une gourde à la main. Des garçons jouaient au foot dans l'enceinte close du kiosque à musique, tandis que 5 ou 6 adolescentes avaient colonisé une des tables de ping-pong en ciment et, à l'aise comme dans leur chambre, consultaient et se montraient les photos de leur portable. Madeleine percevait les cris, les piaillements, les vociférations indistinctes dans un grand tout sonore, un vacarme de cour d'école. Jamais il n'y avait eu autant de monde à cette heure-là dans le square. Alors qu'elle se demandait si Denis allait retrouver sa casquette, le dernier cri d'amour de Valérie, mêlé à celui plus rauque de Joël, supplanta tous les autres bruits. Madeleine sourit franchement. L'amour des autres la rendait heureuse. Persuadée qu'il s'agissait des 2 si beaux jeunes de la chambre mansardée du 7e, elle se dit qu'ils devaient être sacrément en sueur. Les 2 amants reprenaient leur souffle. Valérie allongée sur Joël, bras en croix, la tête posée au creux de son épaule, avait fermé les yeux. Elle semblait ne plus avoir conscience de rien. Son corps, partout humide, adhérait parfaitement et certainement pour toujours à celui de Joël. Tout lui convenait. Ses seins écrasés sur le torse de Joël, la chaleur, la sueur, les cheveux collés, les cris des enfants en arrière-plan sonore, la douche à venir, mais peut-être dans 1000 ans, ou alors dormir l'éternité et ne se réveiller que pour recommencer. Elle sentait les doigts légers de son amoureux qui continuaient à lui caresser le dos, le long des vertèbres, de la nuque au petit creux juste avant les fesses. Tout était possible, tout s'accomplissait. L'amour comme le deuil, et il fallait bien le temps du plaisir pour supplanter celui de la peine. L'après-midi au Père-Lachaise n'avait pas été des plus joyeuses. La famille de Joël sur son 31, les oncles, les tantes, toute la cousinade endimanchée, les mines de circonstance. Et surtout, ne pas tenir compte de l'atroce chaleur, rester digne. La vieille, dans son fauteuil roulant, à garde, mais le visage plus sec qu'un pied de vigne, qui ne l'avait pas calculé, gâteuse ou méprisante, et ce morceau d'opéra ou quoi, en espagnol, trop pathétique. L'oncle ou le grand cousin, Valérie qui venait d'une famille très resserrée, où tout le monde était mort ou fâché, n'avait jamais compris qui était qui chez les Dupuis. Elle n'en gardait pas un bon souvenir. Elle ne l'avait côtoyé que les quelques jours qui avaient précédé sa mort. Des sourires comme des missiles, un vieux dragueur même pas repenti qui louchait sur Camille, et la garce de 50 piges qui le baladait à grands coups de chemise échancrée. Il ne lui avait vraiment pas fait un bel effet. Il n'avait pas échangé 2 phrases et elle n'aimait pas comment il regardait les gens, spécialement les femmes. Mais Joël semblait l'apprécier. Il se racontait plein de choses sur ce type qui ne pouvait que faire rêver un mordu de BD comme lui. Son enterrement l'avait rendu étonnamment triste et soucieux. Tout à l'heure, dans l'ascenseur qui les menait vers leur studio sous les toits, Valérie avait regardé son chéri, accablé d'une étrange peine. Déjà après la cérémonie, elle lui avait proposé de marcher un peu, comme ça, n'importe où, tous les 2, mais il faisait trop chaud. D'aller à la piscine, mais elle serait toute bondée, au cinéma, mais tous les films étaient nuls, de boire une bière, mais il n'avait pas soif. Il avait tout refusé. Il est mort le jour de mon anniversaire, le jour de mes 20 ans, tu comprends? Chaque année, j'y penserai. Le dernier étage était à faire à pied. Quand, arrivée au 6e, Joël poussa la porte de l'ascenseur, elle le retint et posa légèrement ses lèvres sur les siennes. Dans un souffle, elle lui dit « La mort, elle est derrière toi, oublie.
Maintenant, regarde ce qu'il y a devant toi et n'oublie pas. » Valérie attendit qu'il lui rende son sourire, caressa furtivement ses lèvres du bout de sa langue et ajouta « J'ai un cadeau pour toi. » Précédant Joël, elle s'engagea dans le petit escalier qui menait au 7e. Après quelques marches, elle s'arrêta et tourna la tête vers lui. Lentement, sérieusement, sans le lâcher des yeux, elle releva sa robe jusqu'à ses reins. Puis, elle détourna son regard, laissa le tissu retomber et reprit sa montée vers le haut de l'escalier.